présentation autour de SEmailing, qui est un peu l'extension de référence pour envoyer des newsletters avec Joomla. Ou même sans Joomla, parce que quelqu'un posait la question l'autre jour pour un site où je venais juste de leur expliquer que c'était possible la newsletter, ils étaient convaincus, et du coup, pour un autre besoin, ils m'envoient une newsletter, mais indépendamment de leur site. Et, je ne sais pas si on peut faire ça. Je vais voir sur la doc d'SEmailing, et ouais, tout à fait, même sur un site qui n'a rien à voir, un site pur HTML d'il y a 10 ans, je peux mettre un petit iframe avec la boîte d'inscription. Il faut juste que SEmailing tourne quelque part. Donc, il y a vraiment moyen de faire plein de choses. Et comme ici, je pars. Alors, il y a plein de gens d'SEmailing qui sont présents, d'Aciba, la boîte avec SEmailing, qui sont présents ici au Joomla. Ils sont basés à Lyon. Moi, j'ai vraiment rien à voir. Je suis juste un simple utilisateur, content du reste, mais un simple utilisateur de Joomla. Et donc le but ici, c'est de partager mon expérience. Je ne suis pas sponsorisé, j'ai aucun lien, c'est juste que je suis content. J'ai présenté ça à mon Joomla User Group. Je me suis dit, bah, tiens, finalement, ça peut intéresser aussi plus de gens. Dès qu'on va envoyer des newsletters, et si on envoie une centaine de personnes, les membres d'une assoce, il n'y a pas besoin de coupler SEmailing à un serveur surpuissant, capable d'envoyer 10 000 emails par heure. Mais voilà, on y arrive quand même assez vite avec certains projets, et donc comme en faisant ça moi-même, j'ai découvert plein de choses au fur et à mesure. Voilà, l'idée c'est de partager maintenant mon expérience, mais je vous dis, je ne représente pas à celui-là, je suis un simple utilisateur comme vous. Je vais en plein écran, ce sera mieux. Voilà. Ok, la table de matière. Alors, les slides sont à disposition déjà sur SlideShare, donc slideshare.com/web, tout comme ma présentation d'hier aussi. C'est déjà disponible en ligne, donc si vous pouvez la suivre en même temps sur votre ordinateur si vous voulez. Les slides sont très, très verbeux, j'ai beaucoup de texte, parce qu'en fait au départ c'était plus conçu comme. Alors c'est très sympa, une présentation qui fait juste 10 slides, avec juste une image de fond magnifique et un mot-clé, et qu'on improvise. Voilà. Après ça, ici le but c'est plutôt d'avoir un mode d'emploi qu'on puisse avoir. Donc ici l'idée c'est d'expliquer dans les grandes lignes comment ça fonctionne. Je ne vais pas parcourir chaque détail qui est sur tous les slides, mais voilà, l'idée au départ c'est vraiment d'avoir un document de référence que vous puissiez avoir sous les yeux le jour où vous configurez et vous passez par là. Donc voilà, les slides, je ne vais pas forcément tout raconter ce qui est dans la table des matières. L'objectif donc c'est de partager simplement mon expérience. Voilà, je partage, je suis peu importe, je partage volontiers au sein de mon Joomla User Group, et puis maintenant ici aussi au Joomla France, mais également au Joomla Pays-Bas. J'étais présent il y a 6 semaines où je présentais un autre sujet, c'était en anglais. Je présente aussi au Joomla User Group à Anvers, en néerlandais. Donc voilà, un peu dans le multilingue, mais c'est l'occasion de rencontrer des gens dans différents secteurs. Alors, quels sont les outils dont on va avoir besoin ici? Bon, avec le sujet de la présentation, je crois que c'est assez clair. On aura besoin de Joomla, d'une part, et alors de SEmailing et Elastic Email. Donc, voyons ça plus en détail. Comme on disait, SEmailing, c'est. Je ne sais même pas s'il y en a une autre extension comparable aujourd'hui pour envoyer des newsletters. En tout cas, c'est l'extension de référence pour vos newsletters. La version gratuite, franchement, elle permet déjà de faire plein de choses. Les versions payantes permettent d'aller encore plus loin, et il y a le support, et ainsi de suite. Les versions payantes, d'ailleurs, sont même pas très chères. Si je ne me trompe pas, de mémoire, c'est 29 € pour la version essentielle, et 89 pour la version entreprise. Donc, par rapport au service que ça offre, si on regarde combien ça coûte aussi, dès qu'on a un peu un débit élevé d'email, avec des constants de contact, Mailchimp, etc., on paye beaucoup plus que ces montants-là. Mais donc ici, il y a des choses qu'on peut faire avec la starter, et il y a des choses que je vais évoquer où les versions payantes permettent d'aller plus loin. Donc, par exemple, la gestion automatique des rebonds des adresses email qui n'existent plus. Si on écrit à 100 personnes, c'est pas grave. On peut faire à la main, il y a supprimé les 2 personnes qui ont changé de boîte, l'adresse email n'existe plus. Quand on écrit à 10 000 personnes, le faire à la main, c'est un petit peu lourd. Donc voilà, pour des cas comme ça, la version entreprise est tout à fait justifiée. Bonjour Catherine.
Donc voilà, on aura besoin des emailing et on aura besoin d'Elastic Email. Elastic Email, c'est quoi? On peut envoyer une newsletter qui part de son propre site, vraiment du serveur mail. Mais il y a des contraintes, c'est que chaque hébergeur a ses propres règles, donc ça dépend de votre hébergeur. Typiquement, une règle, c'est maximum 400 emails par heure. Donc à nouveau, si on écrit juste à 100 personnes, c'est pas la peine de se fatiguer, on peut fonctionner comme ça, mais si on écrit à 10 000 personnes, 100 emails par heure, ça fait 400 emails par heure, il faut quasiment une journée pour envoyer sa newsletter. Si c'est pour un festival, je prends un exemple que je pratique. Pour un festival, ils aiment bien envoyer une newsletter, genre le vendredi après-midi, les gens ont déjà la tête dans le week-end, mais si je lance ça vendredi midi et que les derniers emails arrivent le samedi midi, il y a déjà la moitié des concerts qui sont passés. Donc voilà, pour pouvoir envoyer efficacement ces emails, un outil d'envoi d'emails spécialisé permet d'aller faire beaucoup plus de choses. Et là, je m'oriente sur Elastic Email et je vais expliquer les avantages. Déjà, le premier et le principal, c'est que dans la configuration des emailing, il y a un petit bouton API. Donc API, c'est juste une interface pour connecter deux outils. Il y a une API Elastic Email. Donc ça veut dire que sans rien devoir configurer, on peut directement interconnecter Elastic Email à Emailing. Avec aussi d'autres avantages parce que au départ, c'est pas Elastic Email que j'utilisais Mandrill. J'avais vu qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient très positifs sur Mandrill. C'est les serveurs qui sont derrière Mailchimp. Et il y a plus ou moins un an, ils ont dit maintenant c'est fini, on ne peut plus l'utiliser en standalone en tant que solution autonome. Maintenant, si vous voulez utiliser nos serveurs, vous devez absolument avoir un abonnement Mailchimp. Pour les projets dont je m'occupais à ce moment-là, bah oui, ça représentait directement 20 € là où c'était gratuit avant, par mois, là où c'était gratuit avant. Donc j'ai commencé à regarder, tiens, mais quelles sont les alternatives intéressantes à Mandrill, et je suis tombé sur, voilà, j'ai un peu anticipé sur ce qui était mis ici. Donc j'ai commencé à prospecter, à voir un petit peu les avis des uns des autres qu'il y avait comme outil. Et c'est là que j'ai réalisé qu'Elastic Email pouvait être directement couplé à Emailing. Donc, j'ai aucun intérêt chez Elastic Email et les autres ont sûrement leur qualité également. Mais un des avantages aussi avec Elastic Email, c'est comme c'est connecté via l'API, non seulement c'est facile, ça c'est pour mon côté paresseux, mais avec Mandrill, j'ai eu plusieurs fois la blague, et donc ce serait le cas également avec des concurrents, où au moment où on envoie à un moment donné l'adresse email, pardon, l'adresse IP du service en question, on change parce qu'ils ont. Et du coup, moi chez mon hébergeur, je vais leur demander, c'est juste un ticket, donc ça prend 5 minutes, de leur dire ah tiens, je vois que ça ne marche plus, est-ce que vous pouvez ouvrir le port, machin chouette, ou bien ouvrir l'adresse IP un tel pour que mon site puisse communiquer avec Mandrill. C'était peut-être une fois tous les 3 mois que ça arrivait. Mais comme c'est pas moi qui envoie la newsletter, c'était l'utilisateur final. Donc lui, genre, c'est le soir, il envoie la newsletter, ça marche pas. Le lendemain, il me contacte, il est déjà un petit peu énervé. Et donc même si le ticket c'était juste 5 minutes pour résoudre le problème, c'était juste ouvrir l'adresse IP, mais voilà, c'est un petit peu fâcheux. Avec Elastic Email, on peut avoir un débit énorme, envoyer des milliers de newsletters. Comme c'est via une API, il n'y a pas tous ces soucis qu'on doit débloquer une adresse IP, qu'il y a un problème de port, etc. Donc on se simplifie la vie du côté technique. Et alors très sympa chez Elastic Email, c'est qu'au moment où je l'ai choisi, donc il y a 6 mois, 1 an, c'était 50 000 emails gratuits par mois, c'était déjà super. Et entre-temps, ils sont passés à 150 000 emails gratuits par mois. Donc, quelqu'un a des besoins supérieurs à ça? Non? Ok, ça va. Donc, c'est super. On a une solution gratuite et emailing qui coûte rien ou qui est pas cher, qu'on peut coupler à ceci. Et donc, c'est une solution globalement beaucoup plus économique et puissante que des outils autonomes type, je vais dire Mailchimp, mais il y en a d'autres évidemment. Oui, et alors, on verra, on parlera aussi tout à l'heure
des rebonds, de la gestion des rebonds, donc des adresses email qui n'existent plus et qui reviennent. Si c'est juste un out of office que la personne est en vacances, il ne faut rien faire de cet email-là évidemment, mais pour les adresses email, pour les rebonds, Elastic Email permet de gérer ça aussi en concomitance avec Esimailing pour supprimer ou désinscrire automatiquement les personnes. Donc ça, il y aura un petit slide spécial pour pouvoir gérer ça correctement. Bon alors, un autre avantage d'Elastic Email, c'est qu'ils ont aussi un tableau de bord. Donc, on peut créer des sous-comptes, on peut l'organiser de manière différente. Hein. On peut dire que chaque projet différent a son propre compte, c'est très simple. Ou alors, je pourrais simplement dire, je ne sais pas si je vais t'apprendre quelque chose avec ça. Merci. Ou alors on pourrait dire que non, j'ai mon propre compte, je peux créer des sous-comptes différents pour chaque utilisateur et pour chaque projet. Ils ont des statistiques, je peux aussi creuser parce que parfois, Esimailing me dit que l'email est bien parti, le destinataire me dit qu'il a pas reçu. Voilà, j'ai aussi des statistiques ou des rapports où je peux avoir plus d'informations sur ce qui s'est passé une fois qu'Esimailing a envoyé et pourquoi éventuellement quelqu'un n'a pas reçu la newsletter pour une raison technique ou autre. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, créer et configurer un compte chez Elastic Email avant de pouvoir configurer dans Esimailing. Et simplement, on va sur leur site elasticemail.com. On clique sur le bouton, je fais la capture d'écran en anglais, je pense, mais je crois que l'interface est aussi en français, si je ne m'abuse. Donc on clique sur le bouton pour créer un compte. Rien de très difficile, donc on indique son email, etc. Et la première chose qu'on va faire, c'est de dire sur quel domaine on va travailler. On va vouloir travailler, donc voilà, on clique sur le bouton ajouter un domaine, tout simple. On indique le nom de domaine, on clique sur le bouton ajouter. Ensuite, il va poser la question, ok, mais quel est l'expéditeur par défaut? Donc par exemple, info@monsite.com. Voilà, comme ça, c'est directement configuré. Et maintenant, une chose qui est importante, si vous voulez que votre newsletter touche un maximum des destinataires, c'est que vous devez bien configurer votre DNS, votre nom de domaine. Parce que quand vous envoyez directement, si vous achetez votre petit nom de domaine et vous envoyez un email depuis votre messagerie habituelle, ok, pas forcément grand chose à faire, mais si vous allez envoyer potentiellement un gros volume, et les serveurs mail vont se dire, mais qui mettent des points pour évaluer est-ce que c'est du spam ou pas. Donc c'est sûr que s'il y a des fois le mot Viagra dedans, il y a peu de chances que ça soit tagué comme spam. Mais il y a aussi d'autres choses qu'il faut configurer correctement dans le DNS parce que ici c'est particulier, il va voir, attendez, c'est pas le site monsite.com qui envoie l'email, c'est un autre serveur, c'est très suspect, c'est peut-être quelqu'un qui essaye d'usurper l'identité. Donc c'est pour ça qu'on reçoit énormément de newsletters, même de très grosses boîtes, et même de très grosses boîtes IT, où on voit que l'expéditeur, c'est un email venant de une adresse FKG37 qui fait 15 cm sur l'écran, de la part de info@monsite.com. Alors non seulement ça fait perdre des points dans tous les outils anti-spam et vous risquez que plein de gens ne le reçoivent pas, mais en plus c'est pas très pro et pas très sexy pour les gens qui systématiquement reçoivent la newsletter. Et encore pire que ça, par exemple, moi dans ma messagerie, je dis que par défaut, je n'affiche pas les images. Parce que ça ne m'intéresse pas que les gens qui m'envoient une newsletter puissent savoir à quelle minute, à quelle seconde j'ai ouvert leur email. Dès qu'on ouvre un email et qu'il y a une image, tout ça peut être suivi à la source. Et Esimailing vous permet à vous de suivre aussi quand vous voyez une newsletter dans l'autre sens. Mais donc moi, ça ne m'intéresse pas forcément d'être suivi comme ça. Par défaut, je n'affiche pas les images. Quand c'est bien configuré, je peux dire, ah oui, non, ça c'est une newsletter qui vient de, j'autorise le nom de domaine. Et dorénavant, chaque newsletter, je vois directement les images. Mais quand c'est envoyé de quelqu'un qui a mal configuré, et que ça vient de l'adresse blablabla, je ne peux pas autoriser le nom de domaine. Parce que le nom de domaine, c'est une plateforme de messagerie qui envoie une newsletter pour des millions de clients. Donc je pourrais recevoir du spam inutilement. Donc ici, important pour justement éviter tous ces soucis de faire taguer vos emails comme spam, c'est de configurer alors c'est peut-être technique si vous avez
Qui a déjà fait ça, changer, enfin, SPF, DKIM, une personne, assis bas, personne ne connaît? Non. Ouais, ils peuvent s'abstenir, on suppose que la réponse... donc, c'est pas compliqué du tout à faire, surtout que l'interface d'Elastic Email vous guide pas à pas sur ce qu'il faut faire comme manipulation sur votre DNS. Donc, vous allez chez votre hébergeur, vous avez réservé le nom de domaine, et en réalité, c'est le slide suivant. En réalité, donc on vient tout juste de créer le compte, hein, on a ajouté le nom de domaine, on a indiqué l'adresse de l'expéditeur, et dans les réglages, il explique, si c'est affiché, le contraste n'est pas très bon, mais il affiche le SPF, le DKIM, avec un petit point d'interrogation. Donc il ne faut même pas aller plus loin, vous cliquez dessus, vous avez l'explication de ce qu'il faut mettre exactement pour que ce soit bien configuré dans le DNS. Donc chez votre hébergeur, vous allez répercuter ça. Donc l'interface de l'hébergeur peut être différente. La capture d'écran que j'ai faite ici, c'était sur une interface d'administration qui a un cPanel. Donc SiteGround utilise cPanel, ou plein d'hébergeurs utilisent cPanel. OVH, c'est notre interface, mais la logique est vraiment la même. Je fais simplement le copier-coller de ce bout de texte-là dans mon DNS. Je crée un nouveau champ. Donc c'est pas compliqué, ça prend littéralement 5 minutes pour régler tous les champs à ajouter. Donc il y a le SPF, il y a le DKIM aussi à ajouter dans le DNS, donc ça c'est une chaîne de caractères un peu plus longue. Même chose, copier-coller chez votre hébergeur. On peut aussi ajouter un champ tracking dans le DNS. Ça, c'est pour permettre le suivi quand les gens ouvrent ou bien cliquent sur la newsletter. Donc, même chose, copier-coller. Vous avez l'explication sur le site Elastic Email si vous voulez en savoir plus. Et il y a aussi un dernier champ, le DMARC. Alors, je ne sais pas si vous recommandez de le configurer du côté. Donc, c'est encore mieux de configurer le DMARC. Moi, en général, je ne le fais pas parce que si j'ai bien capté, si je configure mal ou bien si je configure bien, mais que entre-temps je change d'hébergeur, enfin, je pourrais très bien ne plus, mon utilisateur final, ne plus pouvoir envoyer d'email si jamais je fais une erreur là-dedans. Donc si on le configure, c'est assez strict, il faut vraiment être sûr de bien l'avoir fait, sinon si ça se trouve, l'utilisateur il a peut-être pas dit que parfois il le fait via encore un autre serveur en local qu'il a configuré, enfin, donc voilà, c'est un peu plus sensible, mais à nouveau la documentation est très bien faite sur le site Elastic Email pour savoir comment configurer ça. Et quand on a fait le nécessaire, il y a un petit bouton bleu, Verify, sur l'interface où on est depuis le début chez Elastic Email. Et donc lui-même va aller consulter votre DNS en direct et il va vous mettre un petit checkbox OK, 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 OK à chacune des actions. Peut-être que si vous avez fait une erreur dans votre copier-coller ou où vous n'avez pas ajouté un champ texte, vous avez ajouté un champ, je ne sais pas, autre chose dans votre DNS. Voilà. Si vous avez fait une erreur, vous allez directement voir qu'ils ne sont pas tous ouverts. Alors, ce qui m'est déjà arrivé, parce qu'évidemment, au départ, c'est simple. Au départ, la présentation, elle faisait 3 slides. Et puis, à chaque fois, je découvre autre chose. Et puis, pour être précis, je dis qu'il y a tel problème. Et puis, voilà. Donc, à la fin, ça devient 50 slides bien tassés. Donc, ce qui m'est déjà arrivé, c'était chez SiteGround, c'est que tout marche nickel. Et puis alors, tout à coup, par hasard, je tourne dans l'interface, je clique sur Verify et je vois que le DKIM n'est plus configuré ou le SPF n'est plus configuré correctement. Mais je suis sûr que moi, j'ai rien fait. L'utilisateur final, c'est encore plus certain qu'il n'a rien fait. Et en réalité, par exemple, SiteGround, régulièrement, parcourait les DNS et quand il voyait que le DKIM n'était pas le DKIM d'origine, il remettait le sien, donc il écrasait le mien. Donc voilà, il a suffi que je contacte l'hébergeur pour dire est-ce que vous voulez bien désactiver ce check automatique. Donc de leur part, c'est de la bonne gestion, ça évite que des gens qui aient bidouillé, voilà, mais moi en l'occurrence ça ne m'arrangeait pas. Donc voilà, c'est juste une petite info en passant, si à un moment donné ça ne marche plus, voilà, à la main je refais, puis à nouveau quelques mois après ça ne marche plus, et voilà. Donc à la fin j'ai compris que c'était un petit process qui tournait chez l'hébergeur. Oui, et alors, maintenant que tout est bien configuré au niveau du DNS, chez Elastic Email, on est toujours dans la configuration, il y a différents onglets, et il y a un onglet SMTP API qui donne votre identifiant et mot de passe, on va dire. Hein, donc c'est
deux longues chaînes de caractères qui vous permettent de vous identifier. Donc vous allez faire un copier-coller de l'information. Et là, on a terminé pour la configuration d'Elastic Email et du DNS. On arrive à EasyMailing. Donc dans EasyMailing, là je mets les liens vraiment qui expliquent en détail une documentation très bien faite sur l'interface. Et dans EasyMailing, on va dans configuration, le menu latéral. Donc pour voir configuration, il faut être super user, vous n'avez pas tous les droits sur le site. Un utilisateur normal, si vous avez bien fait les choses et qu'il n'est pas super user, ne verra pas ce menu configuration pour éviter de publier dedans. Et dans la configuration, il y a la possibilité de... Alors, en général, par défaut, c'est configuré sur PHP, donc quand il ne faut rien faire, c'est votre site lui-même qui envoie les emails. Mais juste à côté, on peut utiliser un serveur externe, vraiment le configurer à la main, un SMTP, ou bien Elastic Email directement intégré dans EasyMailing. Et dès qu'on clique sur ça, on a les fameux deux champs avec l'identifiant et la clé API, donc le mot de passe on va dire, qu'on va introduire. Et c'est terminé. Voilà, c'est fonctionnel. Alors, quand je disais que chaque hébergeur a ses règles pour l'envoi maximum, le débit maximum d'email, quand c'est le site même qui envoie, chez Segment, c'est 100 par quart d'heure, enfin 400 par heure maximum. OVH, je ne sais plus quelle est la limite, mais il y a une page très complète avec, je ne sais plus moi, 10-20 hébergeurs différents sur le site d'EasyMailing qui explique justement pour chaque hébergeur quelle est la configuration maximale. Ici, à titre perso, moi je le règle, donc alors que sinon je serais limité à 100 par quart d'heure, je le règle à 1000 par quart d'heure et ça passe. Juste pour le fun, un jour j'ai mis à 1500, ça passe. Si ça se trouve, je peux mettre 10 000 et ça passe. Je n'ai même pas essayé, je n'ai pas eu besoin d'aller plus loin parce que je n'ai pas 200 000 destinataires. Mais je ne sais pas si votre expérience, je peux combien on peut pousser Pour envoyer les questions avec avec Elastic Email, avec l'API, moi je mets 1500, ça passe sans problème. Si tu as plusieurs crânes, tu peux lancer quand tu veux, ton serveur est tient. Par contre, oui, peut-être qu'Elastic Email va de toute façon pas en envoyer plus que autant par. Enfin, ça dépend de la réputation aussi. On a une réputation chez. Donc, si je gère jamais mes rebonds, mes bounces, parce que j'ai une liste pourrie et qu'en plus je la mets jamais à jour, je vais avoir une mauvaise réputation et ils vont dire attendez, là, mollo, vous envoyez 10 000 emails, mais nous on va un peu la ralentir parce que les gens qui font bien leur boulot, qui nettoient leur liste de destinataires, ils passeront avant. Donc, ok, le débit. Testez, vous me direz jusqu'à combien vous êtes monté, jusqu'à combien ça passe. Le plus simple, c'est de les contacter et de demander par rapport à Ouais. Voilà, comme moi je suis servi avec 1000 ou 1500 par quart d'heure, je n'ai pas pris cette peine-là. Je ne serais pas surpris que je puisse en envoyer 10 000 en une fois, que ça quitte EasyMailing, et maintenant peut-être qu'Elastic Email va un petit peu les temporiser et que ça mettra quand même 3 quarts d'heure pour envoyer les 10 000. À mon avis, c'est plutôt comme ça que ça va passer. Ils vont tous les prendre en une fois et puis ils vont un petit peu les étaler le cas échéant. Alors, oui, je disais qu'il y avait des possibilités évidemment supplémentaires quand on a une version payante d'EasyMailing. Et donc, un des avantages, c'est que la version payante permet de lancer les tâches cron, puisqu'on peut dire, mon exemple là, c'est 1000 par quart d'heure dans mon cas. Il faut déclencher ça. Donc il y a plusieurs manières, c'est ça qu'on appelle une tâche cron job en anglais. Il y a plusieurs manières de déclencher ça, et la plus simple pour un débutant, c'est que si on a une version avec licence, directement sur l'interface du site de la CIBA, d'EasyMailing, on peut déclarer quel est son nom de domaine et tous les quarts d'heure, ça va déclencher la tâche cron qui va lancer les emails. Mais il y a, donc ça c'est l'option 1, la plus facile, directement le faire depuis EasyMailing. Alors si vous savez ce que c'est une tâche cron, peut-être que vous préférez les centraliser au niveau de votre site. Moi c'est mon cas, donc je les configure moi-même, ça c'est l'interface du cPanel. Je mets l'exemple ici
de bout de code. Enfin, chez OVH, c'est moins technique, mais c'est moins customisable. Donc voilà, chaque interface a ses avantages. Et il y a encore une autre possibilité, c'est qu'il y a aussi des services en ligne. En général, c'est pas gratuit, mais c'est pas cher non plus, qui permettent de faire la même chose. Donc, genre EasyCron, voilà, si on veut lancer des crons, c'est un site spécialisé qui déclenche par l'extérieur les tâches cron. Ouais, voilà, chez OVH, j'avais oublié ce détail-là. Apparemment, sauf erreur de ma part, à moins qu'il y ait une astuce, mais les tâches cron ne prennent pas le caractère égal. Donc voilà, l'option 2 que j'expliquais dans les 3 options, apparemment ne marche pas, à moins qu'il y ait moyen de le faire encore autrement. Mais j'ai de moins en moins de sites chez OVH, donc voilà, ça c'est encore un autre débat. La gestion des rebonds. Donc ça, comme on disait au début, si on a 100 destinataires, il ne faut pas forcément se fouler, mais dès qu'on commence à avoir plusieurs milliers, là c'est super précieux de pouvoir automatiser la gestion des rebonds. Et enfin non, c'est sympa peut-être la première fois de se rendre compte un petit peu des cas de figure, parce que parfois ça pourrait être je sais pas, un opérateur dans les destinataires, il y a peut-être le nom d'une société qui a changé, ou le .fr devenu .com. Oui, si vous laissez faire leurs bons, ils vont tous être désinscrits, alors qu'en fait, si vous l'aviez vu, vous pouvez aussi dire ah oui, non, mais ça, c'est des gens qui existent, c'est juste que le nom de domaine a changé et je vais pouvoir les éditer. Donc la première fois que vous l'envoyez, c'est quand même sympa de voir un petit peu ce que ça donne, mais bon, assez vite, on a envie d'automatiser ça. Donc avec la version Enterprise d'Ecimailing, on peut l'automatiser. Et donc, la bonne manière de faire, on peut créer une. Il y a plusieurs manières de faire. Vous pourriez dire que tous les bounds tombent sur l'adresse générale de l'utilisateur info@sondomaine.fr, sauf qu'il ne va pas rigoler quand le jour où on envoie une newsletter, il reçoit 300 emails de retour qui va noyer les vrais messages des vrais gens. Donc ce qui est pratique, c'est de créer une adresse email spéciale, bounds@mondomaine.com. Dans Elastic Email, on peut alors configurer dans les réglages envoi, settings, sending, on peut spécifier quelle est cette adresse de rebond. Du coup, eux, à chaque fois qu'ils ont un rebond, ils vont la rediriger vers cette boîte autonome, plus simple pour gérer tout ça. Et dans Ecimailing aussi, on peut régler dans la gestion des rebonds alors l'accès à la boîte. Donc, si on n'utilise pas Elastic Email, on peut faire cela directement, spécifier, je veux dire, l'adresse de rebond. On la spécifie dans Ecimailing, évidemment, si on n'utilise pas d'autres services. Par contre, si on utilise Elastic Email, alors il ne faut même rien indiquer dans Ecimailing, parce que cette gestion-là va se faire en amont, directement au niveau d'Elastic Email. Donc à ce moment-là, on va aller l'indiquer chez Elastic Email. Alors une fois qu'on a configuré dans Elastic Email, on a créé une boîte mail, donc vous connaissez vous-même le mot de passe que vous avez choisi, vous configurez dans Ecimailing le IMAP, etc. pour la connexion à la boîte. Et il y a un super bouton en haut où on peut lancer la commande, où Ecimailing va accéder à la boîte et va traiter. Donc s'il y a un out of office, il va dire out of office, on s'en fout, mais c'est pour l'info, mais on efface le message, mais on ne doit rien faire. Par contre, si le message c'est l'adresse email n'existe plus, ou voilà, un message d'erreur, il va dire oula, là il faut par contre agir, et vous allez pouvoir vous-même personnaliser si vous avez besoin, mais par défaut, par exemple, il va désabonner la personne pour éviter que dans l'envoi de la semaine prochaine, à nouveau, vous réenvoyez à quelqu'un qui n'existe de toute façon pas. Toutes ces règles, il y a plein de règles prédéfinies, genre une quinzaine. J'ai jamais eu besoin de les éditer, mais on peut le faire peut-être dans certaines boîtes au lieu de mettre, je sais pas moi, out of office, ils ont appelé ça, nous on aime les vacances. Enfin, donc vous pouvez très bien changer les règles pour vraiment que ça corresponde à vos besoins. Ouais, c'est donc cette fameuse page de configuration de l'accès d'Ecimailing à votre boîte mail de rebond. Et ce que je précise ici, tant qu'à faire, faites une connexion en IMAP, comme ça si par ailleurs
dans Outlook ou votre messagerie, vous voulez accéder à la boîte mail, vous avez vraiment configuré aussi en IMAP, vous pouvez travailler des deux côtés et être synchronisé. Et tant qu'à faire, cochez aussi le SSL. Donc le SSL, c'est comme le petit cadenas quand vous surfez sur un site web. Ça veut dire que la communication est sécurisée entre l'ordinateur et le serveur, par exemple. Donc, quand il n'y a pas de petit cadenas qu'on sort sur une page web, tout ce qui transite, c'est comme si on envoyait une carte postale. Donc, si vous êtes connecté à un site bancaire, imaginons, voilà, si quelqu'un est en train de sniffer votre réseau, votre Wi-Fi, etc., il voit tout qui passe en clair. C'est comme une carte postale, il n'y a rien de confidentiel. Quand on met le SSL, par contre, voilà, c'est dans une enveloppe fermée, cachetée, et au moins quelqu'un qui intercepterait le message ne peut pas le lire. Ça coûte rien de cocher SSL et c'est mieux pour la sécurité. Donc on peut éditer la règle, c'est ce que je précisais. Alors un truc qui est particulier et franchement ça tient sur un slide, c'est quand même sur une ligne en fait, mais je crois que j'ai passé quand même quelques heures à réussir à résoudre ça parce que c'est pas spécialement documenté. Il y a un an avec Elastic Email, je prenais la newsletter standard des emailing, ça passait, la gestion des rebonds, pas de problème. Puis tout à coup, il y a, je ne sais plus moi, 6 mois, ils ont changé leurs règles et ils ont décidé que si eux ne voyaient pas de lien de désinscription, d'après leur système et leur sémantique, ils ajoutent un lien en dessous de l'email, Manage Preferences, pour que les destinataires puissent se désinscrire, se désabonner, mais sans arriver sur votre site. C'est directement une page de dire je veux plus la newsletter, désabonnez-moi, mais sur le site d'Elastic Email. Ça veut dire que vous, c'est pas le but si quelqu'un se désabonne, c'est le but que votre liste de destinataires soit à jour dans les emailing. Et il y a pas mal d'utilisateurs qui ont un gros header en haut de leurs emails. Ouais, en haut ou en bas, voilà. Et donc, ce qui ne détecte pas justement. Ouais, parce qu'il ne détecte pas le petit tag habituel qu'on a typiquement en bas de la newsletter, enfin où on veut, mais c'est entre accolades, unsubscribe, votre petit texte pour dire vous ne voulez plus la newsletter, désinscrivez-vous, et puis accolade, / unsubscribe. Ça marchait très bien jusqu'à quelques mois, et puis tout à coup ils ont décidé d'améliorer leur système, donc c'est très bien en soi, sauf qu'ils ne comprenaient pas ils ne voyaient pas le tag unsubscribe des emailing alors qu'il y était. Et donc la solution, après avoir suivi sur ce problème, et un merci à Igor, je ne sais pas qui est Igor, mais qui a finalement... Parce que j'avais trouvé une solution plus sophistiquée, enfin plus compliquée à écrire que celle-là, mais la solution finale, c'est juste de mettre leur tag à eux, qui est unsubscribe auto, 2 points, et puis là de mettre le tag des emailing unsubscribe. Et voilà, et avec ça c'est une solution universelle et super simple. Donc voilà, c'est juste la petite info service pour contourner ce problème et éviter que Elastic Email rajoute son lien de désinscription en gros, en haut ou en bas de l'email. Oui, alors des liens utiles par rapport aux liens de désinscription, donc ça vous pouvez aller voir. Et alors, de temps en temps, moi-même, quand je reçois une newsletter, j'ai entre crochets DCE qui est ajouté. Je pense que c'est pas mon serveur mail. C'est pas Elastic Email qui l'ajoute. Je sais pas si vous savez comment, pourquoi. L'équipe d'Aciba. Ouais, je pense que c'est mon propre email. C'est pas forcément les newsletters d'Aciba, c'est les newsletters qui viennent d'ailleurs. Voilà, un peu comme on a parfois entre crochets spam. Parfois, moi, j'ai DCE. Je pense que c'est ma messagerie qui tag certains emails. Mais donc voilà, si vous voyez DCE, c'est pas a priori votre newsletter ni votre configuration qui pose problème. Et sur un petit lien aussi utile, sur le site d'Elastic Email, vous pouvez voir tous les contacts, parce que lui il voit toutes les adresses que vous avez utilisées. Donc si à un moment donné vous dites mais je voudrais un petit peu creuser, parce qu'il y a quelqu'un qui me dit que parfois il reçoit une newsletter, parfois il ne la reçoit pas, directement, alors dans les emailing aussi il y a plein de stats, mais comme l'expéditeur final c'est Elastic Email, vous pouvez aussi aller là voir tous les contacts. Et ce qui m'est déjà arrivé par exemple une fois, pour une raison que j'ignore, Elastic Email avait bloqué une adresse email. Donc est-ce que pendant une période de quelques semaines, ce destinataire-là a eu un problème, que son email était down, son serveur, je ne sais pas. Donc il a été bloqué au niveau d'Elastic Email, mais moi l'utilisateur était toujours actif sur mon site.
et donc la personne ne le recevait plus, puisque moi je l'envoyais de mon site, Elastic Email le bloquait à ce moment-là, avant l'envoi définitif. Donc voilà, si un jour vous avez un doute pour dire tiens, telle personne est dans ma liste mais elle dit qu'elle ne reçoit pas, pensez à aller voir chez Elastic Email. Alors des choses assez puissantes qu'on peut faire aussi avec eSignaling, la version Enterprise, c'est créer des campagnes de suivi. Donc là, genre, si ça vous intéresse de faire un petit email de relance X jours après l'inscription, voilà, faire des choses un peu dans ce goût-là, des emails automatiques X jours avant, après, etc. D'anniversaire, c'est une possibilité complémentaire avec la version Enterprise. Très utile aussi, le test anti-spam. Donc, ça a fait l'objet, il y a 2-3 ans, je pense, par Adrien, d'une présentation ou dans les Lightning Talks il y a 2-3 ans. Un super outil mis à disposition par Aciba, c'est le test anti-spam. Donc, quand on a la version, au moment d'envoyer le newsletter, il y a un joli bouton vert, Spam Test. Testez-le. Parce que vous allez avoir plein de feedback sur est-ce qu'un maximum de choses sont bien configurées. Alors normalement ici on a fait correctement tout ce qui est au niveau du DNS, le SPF, le DKIM, etc. Mais il reste encore d'autres choses qui peuvent être perfectibles. Donc par exemple, j'ai un site où, parce que le newsletter super léché avec des incrustations, le texte, une image ovale derrière, enfin, ça ne se fait pas juste dans une newsletter qui doit être compatible avec un maximum. Les messageries gèrent très mal. Autant les navigateurs affichent encore pas trop mal du HTML, autant les messageries ne sont pas du tout uniformisées. La manière dont un email est reproduit sur Outlook est différente de Gmail, est différente de ceci, cela. Même moi, mon Outlook, si je prends ma version desktop ou ma version webmail, il y en a un qui est capable d'afficher, je sais pas moi, une police personnalisée, tandis que l'autre pas, et c'est la même webmail, et c'est la même licence d'Outlook, selon que je fais la version web ou pas, le rendu est différent. Des boutons, le fait que j'ai mis un padding autour du bouton, donc c'est super compliqué. Il faut faire simple pour une newsletter, ça c'est le conseil général, mais quand les gens veulent des choses plus sophistiquées, avec il y a un graphiste qui a fait une belle composition, et alors c'est image 1, image 2, image 3, en réalité un newsletter c'est jamais qu'une belle grande image, éventuellement découpée en plusieurs morceaux. Bah, c'est super, ça fait perdre des points, parce que les outils anti-spam, ils se disent, attends, c'est une newsletter où il n'y a pas de texte, c'est juste des images. Moi, je ne sais pas ce qu'il a écrit sur l'image. Qui fait ça? Les gens qui veulent faire de la pub pour Viagra, mais qui ne vont pas écrire V-I-A-G-R-A. Donc, voilà, on perd des points, et ceci vous donne du feedback. Là, j'ai pris un exemple, hein, mais avec le ratio texte-image. Mais voilà, il y a plein de choses sur lesquelles on peut avoir un score, et donc améliorer l'impact de la newsletter. Et pour être tout à fait complet, donc, il est... ce bouton-là est disponible sur toutes les versions, mais c'est utilisable gratuitement sur les versions payantes d'eSignaling. Sur la version gratuite, je crois que quand on veut lancer le test, on paye un petit montant symbolique et on peut faire le test. Et sinon, même si un jour vous voulez envoyer un email depuis votre boîte mail, enfin indépendamment d'une newsletter, vous pouvez aussi simplement aller sur le site mail-tester.com et je ne sais pas si j'ai une capture d'écran, non, ouais, enfin ici à gauche. Donc c'est un site tout à fait autonome, vous pouvez aussi tester une newsletter ou un email quelconque via mail-tester.com. Alors imaginez que vous ayez un site avec WordPress, parce que c'est juste pour voir ce que d'autres CMS peuvent ou ne peuvent pas faire. Voilà, vous pourriez utiliser le site pour vérifier ce que ça donne avec MailPoet ou autre. Allez plus loin avec Elastic Email. Donc, je disais, il y a toute une interface, donc vous pouvez être curieux et aller voir ce que ça vous offre. On peut voir les stats, ben voilà, ça permet directement. Et dans eSignaling aussi, on voit plein de stats. Là, je parle juste, ça a priori, vous pouvez déjà connaître de votre côté. Mais dans Elastic Email, on voit directement un petit graphique avec les délivrés, les ouverts, les cliqués, les rebonds. Et alors, ce qui est génial comme petit service, c'est que on peut aussi, si par exemple quelqu'un me dit « Ah, j'ai pas reçu » ou voilà, ceci, cela, je peux aller revoir dans tous les emails envoyés, je peux cliquer sur l'email en question envoyé à telle personne, et je le visualise. Donc,
si c'est une newsletter personnalisée en disant chère Marc, virgule, le montant de ta cotisation annuelle est de 0 € parce que peut-être qu'il y a eu un bug dans mon fichier Excel, que voilà. Bon, je peux aller vérifier vraiment ce qui est parti à son nom. Et surtout, il y a un petit bouton pour réenvoyer l'email. Donc parfois, si quelqu'un dit j'ai pas reçu, voilà, on peut aller là et réexpédier juste un email donné. Non, ce qui m'est déjà arrivé en vrai, c'est les gens, ouais, je sais, mais j'ai effacé l'email. Bon, j'ai envie de dire, il y a une corbeille, mais voilà, je suppose qu'il y a c'est la corbeille aussi. Donc voilà, on peut même réenvoyer un email tout seul comme ça à partir de l'interface. Et aussi, si à un moment donné on va creuser pourquoi un email n'est pas arrivé et tout, on a des informations assez précises sur le type de message. Ou bien il a envoyé, voilà, on voit juste qu'il a envoyé, c'est bon. Ou bien quand il est not delivered, voilà, il y a une série d'informations supplémentaires, vous avez déjà des pistes sur peut-être qu'il va dire que l'IP est bloqué, peut-être qu'il va dire que voilà, ça permet déjà d'un peu investiguer pour voir quelle est la raison éventuelle du blocage. Alors on peut mettre du crédit dans l'Elastic Email, ce que je disais, c'est 150 000 emails par mois gratuits. Imaginons que vous avez besoin d'envoyer plus d'emails que ça. Voilà, il suffit de payer et c'est peanuts, hein, ça va pas tout à coup passer de 0 € à 100 € par mois. Donc c'est vraiment pas cher, mais aussi d'autres services, 150 000 emails par mois, il faut déjà y aller. Donc parfois les gens ont demandé, oui, là on voudrait bien envoyer une annexe, une vraie annexe en un PDF ou autre. Donc pas juste mettre un bouton dans la newsletter pour télécharger notre rapport annuel, cliquer ici. Non, vraiment que le document soit annexé à l'email. Ça, c'est une option payante pour Elastic Email, à nouveau qui coûte pas cher. Mais on peut mettre du crédit sur son compte Elastic Email pour toutes ces options supplémentaires, même si c'est pas cher. Donc voilà. Et avec un réglage automatique, il faut aussi avoir une blague que c'est l'été, le comptable n'est pas là, on n'a pas vu que le montant de 20 € qu'on a mis il y a un an était arrivé à 1 €. On peut même dire que quand le montant de 20 € arrive à 5 €, qu'il recharge automatiquement de 20 €. Voilà, on peut automatiser si on veut être sûr de ne pas avoir de quoi quand les gens envoient leur newsletter, parce qu'ils l'envoient toujours en dernière minute et qu'il n'y a plus le temps et que c'est urgent, etc. Quelque chose d'important, universel, donc ici je le montre pour Elastic Email, c'est évidemment la réputation. Si vous envoyez des crasses, des messages avec des gros mots, je ne sais pas moi, des médicaments bleus ou autres, ou si vous nettoyez jamais votre liste de destinataires, bon, les serveurs vont dire, attendez, vous êtes gentil, mais vous envoyez à peu près n'importe quoi, donc la réputation va être moins bonne, et du coup vous allez être moins prioritaire pour les envois. Vous n'allez pas avoir le débit maximum, tel que la première fois, ils vous ont envoyé 10 000 emails sur l'heure, la deuxième fois 2 fois moins vite, toujours pas nettoyé, vous allez encore baisser dans le débit de vos envois. Donc ça, on peut aller voir sa réputation et ce qu'on peut faire éventuellement pour l'améliorer. Donc typiquement, gérer automatiquement les rebonds avec la version payante d'Ecemailing. Voilà, si on fait une newsletter à grande échelle, ça vaut la peine. Et autre chose aussi qu'on peut faire avec Ecemailing, mais faire partir via Elastic Email, c'est tous les emails qu'on appelle transactionnels. Donc, si quand un nouveau membre s'inscrit sur le site, il reçoit un email automatique de Joomla, on peut dire que c'est toujours Joomla qui envoie l'email automatique, mais si je veux, même tous ces emails-là que normalement Joomla envoie, c'est pas la newsletter, c'est le site même qui l'envoie. Je peux aussi le faire passer par Elastic Email. Ce qui peut être pratique, par exemple, pour le cas de figure où je disais, on peut aller reprendre un email transactionnel. La newsletter, vous avez encore la trace, vous savez que vous avez envoyé un email, mais quelqu'un qui dit « Oui, je me suis connecté, j'ai pas reçu l'email de création de mon compte ». À partir du moment où vous avez Elastic Email, vous pouvez aller voir, bah, tiens, effectivement, un email est parti, vous l'ouvrez, vous cliquez sur réexpédier. Sinon, il n'y a même pas de trace des emails transactionnels de votre newsletter, oui, mais pas des emails transactionnels. Donc c'est une manière d'avoir une trace des emails transactionnels qui sont envoyés par votre site. Donc il suffit d'aller dans la configuration, du site et de modifier les paramètres. Et alors toujours dans la même logique, les fameux emails automatiques de création de compte ou autres, tous ces emails transactionnels, avec la version payante d'Ecemailing, on peut aussi
personnaliser ces messages, que parfois ils sont un peu super courts, hein, merci pour la création de compte, votre login, de point, voilà, donc c'est pas... j'ai déjà eu plusieurs fois la demande, oui mais on voudrait bien en profiter pour dire merci d'être devenu membre, n'oubliez pas que votre cotisation annuelle doit être payée pour telle date, enfin voilà, un petit mot, c'est pas juste votre compte est créé avec votre login point barre, donc voilà, on peut éditer ces messages, et donc du coup avec... on peut faire une surcharge de langue, donc on peut prendre le texte standard de Joomla, dire non, moi j'ai mon texte personnalisé, mais ça restera un email sur fond blanc, juste du texte brut, point barre, mais à partir du moment où j'utilise AC-Mailing pour faire ça, ça veut dire que je peux vraiment mettre mon logo, faire la mise en page que je veux, un truc super léché si j'ai envie. Voilà, c'est la manière de faire. C'est juste changer le texte, une surcharge de langue peut suffire, mais si on veut faire quelque chose de plus sophistiqué sur le contenu ou sur la forme, c'est la solution. Alors, quelques liens utiles. Elastic Email, je vois, j'avais oublié, fournit un plugin Joomla, voilà. Il y a aussi des partenaires de AC-Mailing, si vous regardez, ou si vous avez des clients AC-Mailing, vous avez aussi des coupons pour acheter d'autres extensions. Différents moyens de rester informé aussi de ce qui se passe chez AC-Mailing, c'est le site, le Facebook, le Twitter. En conclusion, alors là, c'est plus ce que j'ai dit. Voilà, en conclusion, je crois que c'est dur de trouver plus simple et plus performant que Elastic Email à combiner avec AC-Mailing pour envoyer ses newsletters. Donc en soi, vous pouvez configurer Elastic Email même avec la version gratuite d'AC-Mailing, pas de problème. Mais dès qu'on veut être un peu plus pro et gérer automatiquement les rebonds, etc., on aura assez vite envie de passer à la version payante ou d'avoir un cron automatique géré, envoyé par directement le site d'Aciba. Donc voilà. Je le disais au début, donc je n'ai aucun lien privilégié. Je suis un simple client utilisateur d'AC-Mailing, donc je ne suis pas sponsorisé ni quoi ni caisse. Je parle sur le contrôle si jamais je fais du faute dans mon contenu, mais ils sont plusieurs à être présents dans le fond de la salle. Voilà. Si ça vous est utile, tous les liens utiles sont sur la présentation. Et si vous avez envie que je puisse boire une bière quand je suis rentré à la maison, vous pouvez aussi ajouter, j'en ai jamais eu, mais un lien affilié. Donc on peut, comme utilisateur, on peut créer un lien affilié et avoir 10-15% sur chaque affilié. Donc si vous voulez être sympa quand vous êtes rentré, si jamais vous achetez une licence, voilà, vous pouvez ajouter le petit partner ID avec mon numéro et je boirai un verre à votre santé. Mais c'est facultatif, vous pouvez aller sur le site et directement commander. Et voilà, ça c'est mes coordonnées, donc n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez des suggestions, des améliorations, j'ai pas la science infuse, c'est juste mon expérience d'utilisateur, comme je disais. Et dernière chose, partagez l'amour de Joomla. Voilà, merci. Une question. Par contre, tout ce qui est gestion des contacts, ça ne se fait pas dans Elastic Email. Hein. Non, ça change rien. On les gère. Non, on peut aussi gérer là parce que parfois il en bloque lui-même. Où on peut avoir une vision des contacts. Si on doit résoudre un problème, quelqu'un qui dit oui, mais je ne reçois pas. Moi j'ai le cas avec un opérateur Belgique, Skynet. Tous les clients Skynet ne reçoivent pas. Alors oui, reçoivent la newsletter du site 1 et pas du site 2. Donc peut-être que pour une raison historique, ils se sont fait blacklister plutôt que d'appeler, en France, mais je ne sais pas si vous appelez Orange pour leur dire, je crois qu'il y a un problème sur le serveur, que vous avez dû blacklister pour une raison que j'ignore, et je ne sais pas comment, mais tel expéditeur. Voilà, donc ça permet d'aller creuser un peu des sujets comme ça. Sinon, tous les utilisateurs, oui, on les gère du côté d'AC-Mailing, bien sûr. D'autres questions? Voilà, et remercie.